D'abord remercier déjà Mohamed pour sa présentation élogieuse et pour son compagnonnage. Donc je me réjouis de te retrouver encore aujourd'hui et d'avoir à discuter une nouvelle fois de ces aspects-là de mon travail, de certains aspects. Je remercie beaucoup de Krask également pour m'avoir invité, pour m'avoir permis justement de débattre de cet ouvrage et des thématiques les plus saillantes qui le parcourent. Et donc je voudrais donc, avant tout, remercier toute l'équipe du Krask et sa direction pour m'avoir donné cette possibilité-là et la possibilité aussi de donner des conférences, donc aussi demain, qui porteront sur une autre dimension, peut-être un peu plus environnementale et peut-être un peu moins politique. Alors, dans la présentation, il a dit que j'étais effectivement anthropologue, très spécialisé sur des questions politiques. Moi, je dis beaucoup que je fais aussi de la political ecology. Donc, political ecology, il y a deux termes, écologie et politique. Et l'idée, c'est de bien comprendre effectivement les politiques environnementales dans leur dimension de pouvoir, en fait, pouvoir d'accès aux ressources, pouvoir de jouir des ressources, mais aussi qu'est-ce que ça dit finalement du politique, de voir comment se décline une politique environnementale et la lire en termes de pouvoir. Donc, je vais peut-être rapidement résumer les idées les plus saillantes en me penchant plus particulièrement sur le volet politique. Après, si des questions plus environnementales vous questionnent à la suite de mon exposé, de toute manière, on attend d'en débattre. Je vais présenter peut-être en une vingtaine de minutes les idées fortes, les idées saillantes sur les questions de pouvoir et de politique environnementale, sur le terrain donc, que j'ai effectué entre à peu près 2008 et 2013. En tout cas, c'était la période la plus intense de mon travail, même si j'ai parcouru ce terrain à d'autres périodes aussi. Et au bout donc de cet exposé, je vous inviterai donc à débattre des différentes hypothèses et lignes de force que je vous aurais présentées. Alors, bon, ce travail prend un petit peu le contre-pied des travaux tels qu'ils ont été menés en politique, sur le politique en Algérie, principalement parce qu'ils ont été guidés par le paradigme rentier de la rentrée pétrolière, qui était censé avoir un pouvoir de structuration très fort du champ politique depuis donc les sphères centrales en se diffusant jusqu'aux sphères les plus locales, donc un paradigme rentier qui a forgé vraiment une vision particulièrement statocentrée du politique en Algérie. Moi, je prends un peu un contre-pied. Je pense que tout n'est pas déterminé par cet État central. Il y a tout un nombre de rapports politiques et de rapports de pouvoir qui doivent s'analyser localement pour mieux comprendre en fait les formes de gouvernement telles qu'elles sont menées à l'heure actuelle en Algérie, les formes contemporaines en tout cas. Et donc c'est plutôt en prenant ce contre-pied-là que j'ai eu à avoir ces réflexions et ces entrées sur les politiques environnementales. Donc au contraire d'une démarche méthodologique qui puise dans le local une analyse des modes de régulation politique, révèle au contraire des formes d'autorité qui dépassent les cadres légaux et administratifs et permet de rendre compte des interactions entre pouvoirs dans l'État et en dehors. Ce qui m'intéresse, c'est justement ces interactions quotidiennes, complexes entre ce qu'est le pouvoir politique dans un État et ce qu'est le pouvoir politique dans la société, comment ces formes de pouvoir s'interpénètrent et quel type de forme de gouvernement cela fait naître. Donc au contraire, j'ai essayé d'appréhender en fait les formes de gouvernement au sein des marges spatiales, économiques et politiques de l'État, à travers une dialectique entre des normes et des pratiques concrètes, entre des autorités de régulation étatiques et non étatiques, et enfin dialectique entre légal et illégal. Cela m'amène à une relecture de la façon dont le politique a traditionnellement été appréhendé en Algérie, et cette relecture est rendue, à mon sens, encore plus nécessaire aujourd'hui dans un cycle historique de transnationalisation des phénomènes sociaux qui concernent bien évidemment l'Algérie également. Donc le champ politique local apparaît à partir de cette méthode comme moins déterminé par l'État central plutôt que résilient à ce dernier. Donc c'est plutôt ce qui m'amène à conclure en fait les résultats de cette recherche. Et que finalement les modalités d'intervention de l'État sont beaucoup plus négociées en fait qu'on ne le pense, ou qu'en tout cas les analyses du politique ont bien voulu le laisser entendre à travers ce paradigme rentier et populiste. Donc en outre, l'extension, ce qui me paraît important, c'est autre phénomène contemporain que la transnationalisation du politique, c'est l'extension de l'illicite qui structure autant le champ politique central que local, et qui donne naissance en fait à des intérêts hétéroclites suscitant des coalitions d'acteurs privés et publics
qui sont complexes et qu'il s'agit d'analyser à partir de terrains particuliers, et ne pas les déduire de manière simplement en regardant l'état central. Donc, ce qu'on peut analyser à travers cette démarche, c'est finalement la manière dont l'État module ses propres régulations entre légal et illégal, puisqu'il est confronté à ces formes de pouvoir qui sont complexes, et ça l'amène en fait à réguler ces formes de régulation entre légal et illégal de manière incertaine et surtout incomplète, puisqu'il ne maîtrise pas totalement les dynamiques politiques qui en résultent. Donc j'ai délibérément choisi de me placer donc, dans ce travail aux marges de l'État, pour appréhender le politique, aux marges des institutions, puisque je regarde ça aussi dans ces interactions dans la société courante, à travers des rapports concrets sur le maritime, sur la pêche, sur la contrebande, en essayant aussi de me placer, je pense que je me suis placé aussi aux marges territoriales, en étudiant aussi un objet comme la mer, qui dit pourtant beaucoup des dynamiques institutionnelles et des dynamiques informelles qui concerne le politique à l'heure actuelle en Algérie. Alors cela m'amène à restituer un processus politique qui, loin d'être centralisé, s'arrime plutôt à l'incertitude des flux de ressources et des dynamiques de pouvoir, et ce qui nous permet de mesurer ainsi à quel point les modalités d'exercice du pouvoir politique en Algérie sont tributaires de réseaux instables, transversaux aux normes, aux institutions et aux espaces, atténuant souvent sa cohérence. Donc si on a tendance à avoir une grande cohérence du système politique derrière le paradigme entier, ce qui est intéressant quand on se penche sur le fonctionnement des politiques publiques en tant que telles, c'est justement plutôt cette idée d'incohérence et d'incomplétude du pouvoir. Donc je me suis principalement penché sur ces aspects. Ce qui m'a amené à avoir ces réflexions un peu plus théoriques et un peu plus politiques, c'est de me pencher en fait sur la dynamique de la pêche, et plus particulièrement sur la pêche illégale du corail sur ce terrain, donc de l'Kala, où la pêche du corail a été menée depuis une dizaine d'années, puisqu'à partir de 2000 en fait se développe une interdiction de la pêche au corail pour répondre aux injonctions internationales de conservation de la mer, et à partir de cette date se développe donc une contrebande d'ampleur de la pêche du corail pour être acheminée vers l'Italie, où sont placés en fait les principaux ateliers de transformation du corail, et en passant par la Tunisie. Donc je me suis intéressé à ces mécanismes donc, de pêche illégale. Cette pêche était devenue une filière très lucrative, dans laquelle s'étaient engagés en fait beaucoup d'anciens pêcheurs aux poissons, et dont les marges bénéficiaires dans cette pêche-là traditionnelle étaient assez faibles, et se sont engagés donc dans une filière qui était particulièrement lucrative. D'après mes estimations, on peut considérer que les gains au niveau du segment de la collecte en fait de ce corail représentent entre 2 et 4 millions d'euros annuels, donc c'est quand même une filière très lucrative dans laquelle se sont engagés, à partir du début des années 2000, un grand nombre d'individus et de pêcheurs, donc et principalement de jeunes chômeurs, qui trouvaient donc des moyens d'une accumulation beaucoup plus rapide. Alors en m'intéressant de manière concrète à travers l'enquête anthropologique à la manière dont fonctionnait en fait ce segment de collecte illégale, j'ai pu voir que c'est effectivement beaucoup de jeunes chômeurs, de jeunes pêcheurs qui pratiquaient cette pêche, mais j'ai pu aussi analyser que les armateurs de cette pêche, ceux qui finançaient cette pêche, étaient un nombre d'acteurs particulièrement variés, qui concernaient aussi des personnels des administrations publiques qui n'ont pas forcément de rapport avec la pêche, que ce soit des enseignants, des administratifs de l'hôpital local, mais qui peuvent avoir aussi des liens très directs avec la pêche, puisque les armateurs de cette collecte illégale du corail étaient aussi, par exemple, des représentants de la chambre des pêches, donc des fonctionnaires, ou des représentants des pêcheurs dans cette chambre des pêches censée réguler l'accès aux ressources maritimes, comme il en existe partout sur le territoire algérien et ailleurs. Donc, cela m'a permis de voir que les acteurs de la contrebande, en fait, étaient particulièrement multiples, et ne se cantonnaient pas, évidemment, à des jeunes avec des opportunités, qui trouvaient des opportunités d'accumulation beaucoup plus rapides que les secteurs de pêche dans lesquels ils étaient engagés auparavant. Les acteurs de la contrebande qui sont situés au bas de l'échelle sociale, ils cherchent évidemment des possibilités d'accumulation dans une situation d'échec des politiques redistributrices de l'État. Cela, en tout cas, fonde beaucoup leur discours, mais je pense que c'est aussi un facteur de leur engagement certain, évidemment, puisque c'est
travailler sur une région où les opportunités d'emploi et l'activité économique sont particulièrement limitées, en fait, pas simplement parce qu'on est dans une zone de parc, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'industrie, et l'urbanisation est quand même assez faible, et donc on a un engagement très important donc, des jeunes de cette région dans ces secteurs illégaux pour accomplir leurs projets sociaux principalement et avoir une reconnaissance sociale. Donc les discours qui procèdent de ces rapports de pouvoir liés au nouveau contexte de libéralisation montrent que les méthodes de gouvernement qui en sont issues ont d'un côté érodé les mécanismes de protection de l'État et dans un autre sens renforcé ses moyens de contrôle, surtout dans le cadre des politiques en fait, de contrôle des espaces maritimes et des politiques sécuritaires exportées par l'Union européenne. Donc on a aussi une espèce de contradiction entre d'un côté une disparition en fait, des mécanismes de protection sociaux de l'État donc depuis la libéralisation et un renforcement du domaine sécuritaire sur le domaine maritime et d'autant plus qu'on est donc sur ce terrain situé dans une zone frontière avec l'État tunisien mais aussi zone frontière avec des frontières des eaux internationales qui sont quand même assez proches, donc une cinquantaine de milles marins, ce qui est quand même pas très lointain. Donc on est ici dans une zone de frontières, à la fois nationale et internationale, pour lequel il y a un contrôle très important aussi de ces dynamiques maritimes par les forces de sécurité. Et on voit une sorte de paradoxe se développer entre un engagement dans des filières illégales et en même temps une frontière qui est particulièrement surveillée. Alors, je me suis interrogé donc sur ces paradoxes et je montre principalement que les contrebandiers qui s'investissent dans ces filières donc remettent en cause en fait la légitimité de l'État, notamment son rôle de protection sociale, en s'investissant donc dans des programmes de modernité qui sont reformulés dans les mécanismes d'accumulation transnationale de type Trabendo ou donc toutes les dynamiques en fait de commerce international, même si la dimension illégale est plus affirmée sur une ressource comme le corail, puisque l'interdiction de pêche est tout à fait évidente depuis donc ces années de... Si cette accumulation dehors de la sphère de production et de distribution publique n'est pas nouvelle, en Algérie, vous allez me dire, effectivement, elle concerne quand même des groupes sociaux beaucoup plus élargis, au moins depuis cette période de libéralisation et de désindustrialisation qui caractérise au moins le début des années 2000. Donc, plus que jamais, l'influence de la contrebande sur les logiques d'action au sein de l'État mène au contournement de son cadre légal et en même temps à la mobilisation de son support matériel, soit par des dispositifs financiers, par l'engagement de certains de ses agents qui laissent passer un certain nombre de flux illicites en touchant des gains, des biens matériels aussi qui sont mobilisés. Et cela nous amène à avoir une lecture en fait du caractère illégal de la filière du corail en interrogeant son caractère licite, visible, invisible, puisqu'en fait il s'agit d'une contrebande qui se mène aux yeux de tous et auquel participent un certain nombre donc, de segments de l'État, d'agents de l'État, pour pouvoir permettre l'extension de ces flux transnationaux illicites. Donc la contrebande contemporaine associe des acteurs situés au sein de réseaux transversaux à différentes institutions publiques et privées et conduit à l'élaboration de règles éthiques caractéristiques d'une régulation politique. Alors moi je l'envisage sous différents domaines. Donc les ressources domaniales sont considérées en tout cas sur ce terrain, ce qui ressort beaucoup aussi de mes enquêtes, comme des ressources beyliques, c'est-à-dire des ressources appropriées qui est anciennement approprié par le Bey et médiatisé au bénéfice de pouvoirs locaux. On est un peu dans ce contexte-là. Moi, j'ai utilisé en fait le qualificatif de concession illicite pour parler de cette contrebande du corail, où effectivement, on a une contrebande qui effectivement a tous les caractéristiques en termes institutionnels de l'illégal, mais qui en même temps est totalement tolérée et médiatisée par des acteurs du pouvoir local, dont certains agents sont évidemment des agents appartenant à l'État. Donc on peut voir que ces ressources qu'on peut considérer belliques sont appropriées en fonction de circonstances politiques, voire par la ruse dans l'univers de la contrebande, et on retrouve donc cette idée de ressources belliques derrière ce statut domanial du corail, tel que, en tout cas, son exploitation est organisée à travers ces mécanismes de contrebande. Donc, cela m'a amené à voir que les passeurs jouissent de complicité douanière, de complicité aussi des garde-côtes, puisque lorsque la surveillance en fait, de ces activités est pour le moins faible, ou du moins atténuée par les mécanismes correctifs, mais on peut voir aussi que les jeunes engagés en fait, dans cette contrebande ont largement puisé dans les financements d'enseiges aussi, parfois, pour financer leurs embarcations. Donc on a tout un tas de mécanismes en fait, et d'agents publics et de ressources publiques qui sont quand même des mécanismes de facilitation et d'expansion de ces mécanismes de contrebande.
Donc la faiblesse des moyens juridiques et financiers du contrôle des institutions de la pêche, on peut l'identifier aussi par le faible poids du ministère de la pêche, en fait, puisque à la période où je menais mon terrain, c'était donc le parti islamiste qui était à la tête de ce ministère, qui disposait assez peu de ressources financières et institutionnelles pour contrôler les espaces maritimes. Je me suis intéressé au niveau légal pour voir qui était justement habilité à contrôler le plus ces espaces marins pour pouvoir donc réguler ces activités maritimes. Et en l'occurrence, dans les lois, il y a en fait un monopole en fait, du contrôle des espaces maritimes par les gardes-côtes. Donc ce sont principalement les gardes-côtes qui étaient chargés de ces contrôles, de cette régulation donc, de la pêche maritime et de la régulation de cette pêche illégale. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on voit qu'il y a un monopole en fait, de contrôle, et je me suis intéressé évidemment aux saisies qui pouvaient être faites en fait, sur cette contrebande du corail, et il m'est rapidement apparu, à travers le dépouillement des articles de presse, mais aussi mes propres observations sur place, à partir de ce terrain long et très régulier, qui m'a permis effectivement de pouvoir identifier ces choses-là, que si des saisies de corail avaient lieu, c'était uniquement à terre par la gendarmerie qui interceptait les stocks qui passaient par la Tunisie, qui devaient être après acheminés vers l'Italie, et en mer, les saisies étaient particulièrement faibles, aussi bien en quantité mais en termes de nombre de contrôles aussi, et on peut voir assez rapidement, même si ces saisies ont pu être spectacularisées parfois, ces saisies de corail par les gardes-côtes dans des reportages télévisés, si on recense réellement ces saisies, on peut voir, et à travers donc les différents dépouillements de sources, que ce sont principalement à terre que se réalisent les saisies de cette marchandise illégale. Donc on peut voir rapidement qu'il y a une tolérance qui est en vigueur sur cette activité illicite, tolérance qui est celle des gardes-côtes. Et on voit rapidement que la plupart des pêcheurs et corailleurs soulignent, en tout cas ça ressort beaucoup dans mes entretiens, et c'est des choses que j'ai pu observer en mer, la corruption de ce corps qui profite de la contrebande en prélevant un tribut auprès des corailleurs. Alors je vais vous citer aussi quelques propos de mes interlocuteurs, parce qu'ils sont assez signifiants. L'anthropologie se base non seulement sur l'observation, mais aussi sur le sens des discours, pour comprendre aussi les stratégies, les positionnements respectifs en fait, des citoyens vis-à-vis des politiques publiques et des corps censés contrôler leur espace maritime, leur activité. Donc, je discutais une fois avec un corailleur qui me disait, dernièrement, qu'est-ce qu'il a dit le Premier ministre? N'interdit pas et n'autorise pas. Seul le fait de toucher le fait de toucher à l'argent de l'État, c'est interdit. Mais pour le reste, on est plutôt tolérant avec nous. L'État est avec nous. Si la marine te trouve, tu payes. Elle te laisse contre 10 000 ou 20 000 dinars, de toutes les façons. Donc on peut voir qu'il y a des mécanismes corruptifs qui sont importants, qui viennent atténuer ce contrôle, cette autorité sur les espaces maritimes, et permettre à l'expansion de cette contrebande de prendre une ampleur tout à fait phénoménale. Donc, deuxième témoignage, là où on dit, qui est plutôt là le fait non pas de corailleurs mais plutôt de pêcheurs au poisson, qui évidemment stigmatisent en fait ces mécanismes corruptifs, qui disent que c'est une destruction sous les yeux de l'État, c'est de la corruption, chacun se nourrit de l'autre. Donc une stigmatisation à la fois de ces contrebandiers du corail et stigmatisation évidemment des causes de contrôle maritime qui sont engagées dans ces mécanismes donc, de circulation de cette pêche illicite. Donc le contrôlage du corail reflète des rapports particulièrement conflictuels entre l'État central et les groupes sociaux. Au niveau local, on peut voir quand même des affrontements réguliers entre corps de contrôle et corailleurs, mais en même temps une atténuation de ces mécanismes d'autorité par la corruption. La manipulation de lois réglementant la pêche et leur atténuation par les pratiques corruptives s'inscrivent plutôt, à mon sens, dans des mécanismes répressifs négociés. C'est comme ça que je les appelle. Loin d'être deux pôles contradictoires donc, dans l'action de l'État, elles représentent plutôt les deux pendants de l'action publique sur le domaine maritime. Donc la manipulation des lois et des règlements par l'État est ici présentée comme une action dissymétrique en fonction du pouvoir d'inflexion des normes contraignantes au moyen de réseaux politiques ou d'une banale corruption. Ainsi, les corailleurs considèrent l'activité illégale du corail comme une pratique intermédiaire entre le licite et l'illicite en fonction des stratégies politiques locales et en fonction des stratégies politiques de l'État central.
Ça, je vais vous citer un exemple qui est assez éloquent et intéressant pour ça. Ça se passait au moment des élections de 2012, au moment des élections législatives, notamment dans le cadre du discours de Sétif, donc de Bouteflika, et son discours était interprété localement en fonction de ses rapports quotidiens entre contrebandiers et corps de contrôle. Un corailleur me disait, tu descends le matin, il y a 10, 100, 150 bateaux. Il veut parler des bateaux de corailleurs en fait, qui pratiquent cette activité de pêche illégale. Donc c'est quand même quelque chose de massif qui est très visible et souvent concentré sur des zones bien particulières. La marine va-t-elle les arrêter tous? C'est plus fort que nous. C'est-à-dire que c'est une bagarre normale. Bouteflika avait dit lors de son discours de Sétif de ne pas trop serrer, de ne pas trop lâcher la bride. Donc c'est intéressant parce qu'il y a aussi des mécanismes d'adaptation qui répondent effectivement à ces politiques de l'État central qui veut parfois bien contrôler les mécanismes illicites et parfois les laisser aller, évidemment, puisque ça produit aussi de la légitimité politique que de laisser mener des processus d'accumulation pour des personnes qui sont exclues de l'emploi, exclues des filières économiques formelles, et pour toutes ces raisons. Donc on observe en effet des moments de plus forte avancée de l'action de l'État par des règlements censés contraindre des pratiques maritimes et à d'autres des périodes de relâchement du contrôle par le recours à la corruption, tout simplement. Les tensions se cristallisent autour des règles et corps de contrôle, c'est bien pour ces raisons donc qu'on voit ces tensions se manifester, surtout quand le contrôle veut devenir plus important. Alors moi j'ai utilisé donc cet oxymore pour qualifier en fait cette exploitation du corail de concession illicite, dans la mesure où des pratiques illégales structurent les relations entre acteurs publics et privés locaux sous la bénédiction de l'État central. Évidemment, ces corps maritimes dépendent de l'État central. Si un tel développement d'exploitation du corail n'avait pas été sans doute prévu par les pouvoirs publics, ils se sont rendus compte de l'intérêt qu'ils pouvaient en tirer dans une région qui était justement frappée par un déficit d'emploi et de revenus conséquents. Donc on peut voir que lorsque l'État, on est arrivé à un tel niveau en fait de pollution d'intérêt et surtout de répartition de cette accumulation par illicite qu'aujourd'hui la situation est devenue inextricable. J'ai pu analyser en fait à la fin des années 2000 comment l'État a voulu un petit peu réguler de manière plus autoritaire et essayer de maintenir en tout cas l'expansion de cette contrebande du corail, du moins la limiter, en essayant d'empêcher en fait d'établir des règlements sur l'utilisation des GPS. Les GPS sont des équipements qui permettent de se localiser et de localiser, les stocks de corail qui sont enfouis sous la mer pour être récupérés et être exportés en fait sous la voie de la contrebande. Elles sont aussi utilisées, ces équipements GPS, pour essayer de récupérer des engins de pêche qui sont utilisés pour la pêche au corail, qui s'appelle la croix de Saint-André. C'est une croix donc, qui est tirée par une corde et qui sert à racler les rochers pour pouvoir collecter ce corail. Donc, cet équipement, qui est un équipement totalement interdit par la loi, est stocké en mer, sous l'eau, et récupéré par ces contrebandiers au moyen des équipements GPS. Donc, en 2008, l'État avait voulu en fait interrompre et réguler mieux cette contrebande en interdisant l'utilisation des GPS pour les bateaux de plaisance qui étaient utilisés pour cette pêche au corail. Là, il s'en est suivi un affrontement tout à fait direct entre ces jeunes contrebandiers qui étaient engagés dans cette pêche et les corps maritimes, puisque ces contrebandiers se sont attaqués à la capitainerie en y mettant le feu, en ayant des actes violents sur les gardes-côtes. Certains ont subi des violences, dont des bras cassés ou autre chose, et il y a vraiment, la capitainerie a réellement pris feu. Donc il y a eu effectivement des sortes de mobilisation émeutière autour de ces velléités de l'État aussi de vouloir reprendre contrôle sur ces mécanismes contrebandiers. Donc c'est très intéressant de voir ça. Mais alors, les méthodes disciplinaires ont revêtu des formes plus arbitraires, car les récalcitrants à payer des bachis ont par la suite été en fait convoqués pour des procès pour répondre de ces actes en fait d'incendie de la capitainerie, même s'ils n'étaient pas directement impliqués dans ces actes. C'était très difficile de comprendre qui l'était, qui ne l'était pas, mais ceux qui refusaient par la suite de payer des bachiches se sont retrouvés convoqués dans ces procès par la suite. Et l'État, face à ces violences, a quand même dû reculer, puisque cette interdiction des GPS dans les bateaux de plaisance qui servaient principalement à ces activités de contrebande a été, pour finir, abandonnée. Et donc on voit aussi des mécanismes d'avancée et de recul en fonction de mobilisation politique et de mobilisation violente autour de ces questions. Donc ces rapports de force émanent de dynamiques d'État-société qui sont mouvantes, qui traduisent un gouvernement qui, s'il véhicule des normes de pouvoir, n'est jamais totalement cohérent dans la mesure où il subit toujours l'influence des conflits sociaux et politiques, donc au niveau local. Donc l'exercice de la souveraineté, à mon sens, a longtemps été traité en Algérie exclusivement à partir de son versant interne,
et à partir de l'établissement d'un ordre prétorien, borné territorialement. Et cela était souvent évidemment dû à l'héritage socialiste du régime, c'est pour ça qu'on avait cette vision en fait, de la souveraineté étatique, mais aussi de l'angle d'analyse rentière, à mon sens, qui ne permettait pas de voir cet ensemble de mécanismes transnationaux par l'illicite et d'y porter attention et de regarder ce que ça avait comme impact en fait, sur les conflits politiques depuis la sphère locale jusqu'à l'affaire centrale. En fait, ce mécanisme entier en dit peu sur les manières dont la relation en fait, entre gouverné et gouvernant évolue en fonction des représentations et des pratiques dans le champ de l'illicite. Donc c'est une manière de revoir en fait ces rapports-là entre gouvernants et gouvernés, et notamment de voir comment des formes de contestation violente permettent de s'opposer aux hiérarchies politiques, y compris dans le cadre d'activités illégales, voire illégitimes. Même si c'est évidemment pas illégitime pour tout le monde, ces sphères-là, comme je viens de vous le présenter à travers cette notion de concession illicite. Donc la dimension transnationale a acquis, évidemment, de l'accumulation économique a acquis un niveau quand même important désormais en Algérie, qui est certes connecté à l'État lui-même, hein, ces mécanismes d'accumulation, mais repose sur d'autres bases que la distribution clientéliste. Or, on a beaucoup regardé le politique à travers cette notion de clientélisme, à travers cette question d'État rentier, de populisme, et il me semble que maintenant la clientèle captive ne présente plus qu'une minorité en Algérie, en jugé par l'importance de l'économie informelle et tous ces mécanismes aussi illicites. On peut voir dans d'autres travaux, hein, je ne me fonde pas uniquement sur mes travaux, il y a des travaux sur la contrebande avec le Maroc, des travaux sur la contrebande au sud, des travaux aussi sur la contrebande avec la Tunisie, donc il y a quand même un certain nombre de dispositifs d'accumulation qui font sens et qui sont importants pour analyser le politique désormais en Algérie à travers ces mécanismes illicites. En tout cas, cela permet à mon avis, à trop se pencher sur les luttes d'intérêt au sein du régime lui-même, ou ces manipulations des ressources matérielles pour construire son autorité, on s'empêche finalement d'éclairer le rapport politique de l'État à ses citoyens. Ce que permet de se pencher en fait par le bas sur les politiques telles qu'elles sont menées et par les dimensions illicites de ces politiques permet de réinterroger ce rapport quotidien entre individus, groupes et institutions en Algérie. Donc malgré en fait un constat d'impuissance qui est souvent relayé par les analyses du politique en Algérie, impuissance des citoyens à influencer la décision politique, cela me semble en tout cas assez éloigné de la réalité de ce qu'on peut observer quand on se penche justement sur les sphères les plus locales et sur les dynamiques les plus micro-sociales. Moi je peux identifier en fait que malgré tout les gouvernés peuvent se faire entendre pour modifier les décisions prises par l'État au niveau local, on peut le voir y compris à travers des mécanismes illégaux, que les contestations et revendications sur le site d'El-Kala mènent de manière inextricable d'une part des demandes citoyennes de droits politiques et sociaux, puisque ce sont des contrebandiers qui sont aussi engagés dans des sphères formelles de la pêche normale aux poissons et qui revendiquent des droits sociaux et en même temps sont engagés sur les côtés illégaux pour accumuler. D'autre part, des transactions avec cela concerne des transactions avec des segments de l'État et à travers des confrontations à la fois de négociations dans ces rapports quotidiens entre corps de contrôle et contrebandiers et négociations avec l'État sur en fait le contournement de l'autorité, y compris dans des confrontations violentes. Donc si ce travail décrit des situations d'autorité, elles se révèlent instables, dans la mesure où des formes de contestation et des tentatives de construction d'espaces d'activité autonomes voient le jour. Elles sont parfaitement perceptibles sur ce terrain que j'ai fait à Al-Khala. Elles n'en influencent pas moins l'exercice du pouvoir. Donc on peut voir qu'il y a une capacité quand même des sphères les plus locales à infléchir les politiques publiques et le contrôle autoritaire de l'État. Donc les individus aussi s'intègrent dans ces réseaux illicites ont aussi une capacité à ramener ces questions en fait offshore aux problématiques relatives à l'onshore, ça c'est ce que j'identifie aussi dans les différentes prises de parole et les conflits qui les opposent à l'État, à qui profitent le plus ces activités, comment infléchir l'action de l'État autour de ces activités, comment s'engager dans ces activités tout en revendiquant dans les sphères citoyennes et les sphères légales un accès à la protection sociale. Quels sont les modes et les canaux de contestation, finalement, c'est l'une de mes questions principales. Quand on utilise les ressources financières de l'État et ses crédits aux micro-entrepreneurs pour promouvoir une activité illégale. Donc l'intrication des logiques de l'illégalité avec celle de l'État protecteur me semble être importante pour réinterroger également le rapport à l'État, le rapport entre État et société typique de la globalisation contemporaine. Donc à mon sens, il est impératif désormais de ne plus regarder simplement pour comprendre le politique les mécanismes donc, de lutte entre élites au sein de l'État central, mais de regarder à proprement parler les processus de gouvernement, des processus de gouvernement qui sont à la fois
des processus qui sont dans la sphère institutionnelle et légale, mais aussi des processus de gouvernement dans le contournement de ces normes institutionnelles, et y compris dans des sphères illégales, malgré la faible considération donc, dont on fait l'objet des mécanismes de gouvernement par les analyses du diptyque populisme et entier. Il me semble tout à fait nécessaire et pertinent de regarder ça au niveau de politique particulière et depuis les sphères les plus locales. Voilà à quoi m'amènent donc les principales conclusions de ce travail. Et donc, la salle, et je vous remercie encore pour votre invitation et pour les questions qui seront posées par la suite.